Bonsoir tout le monde. Je m'occupe des éditions Guérin et on a la chance d'accueillir ce soir donc Lynn Hill, qui a été une grande autrice des éditions Guérin avec un livre qui était paru il y a 22 ans et qu'on ressort cette année avec une préface qui raconte où Lynn raconte ce qu'elle a fait, comment sa vie a évolué pendant ces 20 ans, 22 ans, 22 ans. Et depuis notamment ce moment extraordinaire qui a été la première ascension en libre du Nose, qui est une partie extraordinaire de ce livre que vraiment je vous conseille. Si vous ne l'avez pas lu, c'est un moment fabuleux. Où il y a Lynn exprime une sensibilité vraiment très, très, très étonnante sur ce que c'est que de grimper réussir une telle réalisation mentalement. Voilà. Il y a vraiment quelque chose, une dimension mentale extraordinaire. Et Nina Capresse, donc Nina et Lynn, on va parler de ça, ont une histoire commune puisque Lynn a assuré Nina qui tentait de répéter cette ascension du Nose en libre. Et je vous laisserai raconter ce qui s'est enclenché à ce moment-là. Après, je vais vous laisser la parole. Mais là où c'est intéressant pour Guérin, c'est que Nina prépare un livre pour les éditions Guérin qui sera apparaître au début de l'année prochaine. On est déjà bien avancé et c'est assez fascinant parce que dans la préface de son livre, Lynn raconte ce moment d'échange avec Nina sur le Nose où elle revient pour la première fois depuis longtemps. Et Nina, dans son livre, raconte vraiment de façon très intérieure, très profonde et vraiment passionnante. Peut-être on pourrait commencer par raconter comment s'est créée cette rencontre, comment vous vous êtes rencontrés. Nous, on se connaît depuis le road trip en Chine. C'est milieu en Chine, oui. On a un sponsor en commun, Pizza. Ouais. Voilà. Et on se retrouvait aussi chez Pels pour un autre rendez-vous. Et elle m'a envoyé un message sur Instagram. Elle m'a proposé de retourner au Nose, mais je n'ai même pas vu pour 6 mois parce que j'étais occupée. Je ne savais même pas qu'il avait des messages. Et c'était le 25 anniversaire de la première ascension du Nose. Et je dis OK. Je t'assure parce que j'avais un bon feeling avec elle quand on se rencontrait chez Pets et en Chine et ça a commencé ça, là. Oui, voilà, on s'est un peu vu comme ça là, dans la vie d'un athlète. Et puis en 2017, j'avais grimpé le Nose classique comme un peu tout le monde y va dans 3 jours avec... on tire au clou dans toutes les longueurs difficiles et puis on grimpe au niveau de ce qui est possible. Et quand même, quand j'ai fait un article, le Great Roof et Changing Corners, ça ne m'a pas laissé tranquille. Et je me suis dit, un jour, il faut que j'y retourne pour travailler ça, pour éventuellement grimper en libre. Et c'est à ce moment-là où j'ai écrit à Lynn et 6 mois plus tard, j'ai une réponse. Et 6 mois plus tard encore, on était ensemble au Yosemite. Non, mais peut-être juste pour mémoire, en 1993, Lynn est la première, hommes et femmes confondus, à réussir la première en libre du Nose. Et un an après, en 1994, à le faire en moins de 24 heures. Et ça a mis combien de temps avant d'être répété? Je pense que c'était 11 ans, presque 12 ans après. Il était répété par Tommy Caldwell et Beth Rodden. Et je pense qu'il n'était pas répété dans la journée qu'une fois par Tommy Caldwell. C'est toujours une expérience. Dans ce livre, donc, il y a un récit très, très détaillé de ces 4 tentatives. Il y en a 5 en tout, en comptant la réussite en 24 heures. Et moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a des images. On a parfois, moi, j'ai jamais été dans le Yosemite, donc je suis obligé d'imaginer. Et il y a une image que j'adore dans le livre, c'est les pins au pied de la paroi. Ils ressemblent à des brocolis. Et donc ça, j'adore parce que
c'est difficile d'imaginer cette paroi de presque 1 kilomètre de haut. Mais une fois qu'on dit qu'il y a des brocolis en bas et que c'est des arbres, ça... Donc, qu'est-ce qu'on ressent dans une... Ça, c'est une question pour toutes les deux, dans une telle paroi. C'est vraiment l'aventure parce que quand tu parles du sol, tu continues et il y a toujours des choses qui ne vont pas. On dit Murphy's Law, qui veut dire tout ce qui peut aller mauvais peut arriver. Bon, c'est difficile à traduire, mais il faut l'accepter et il faut continuer. Même si tu tombes et tu penses que c'est pas possible, il faut toujours chercher des solutions et être indépendant, même si tu es loin du sol. C'est pas comme dans la Patagonie, tu peux descendre, mais quand tu es sur le paroi, l'idée c'est de continuer. Et tu apprécies beaucoup de l'eau, de la nourriture et un vire où tu peux te reposer. On apprécie beaucoup les choses très simples. Et aussi, on apprend beaucoup en nous-mêmes sur comment tu résoudre les challenges devant toi. Et c'est toujours une expérience d'apprendre de toi-même et aussi de partager les choses avec le partenaire qui t'aide et qui t'encourage de réussir. Oui, en fait, quand on part dans un big wall, en fait, c'est hyper stressant le jour d'avant, le jour où on fait les affaires, et parce qu'en fait, on se dit c'est un engagement. On part et tu ne dis pas après 3 longueurs, je vais redescendre. Ou tu ne dis pas après 10 longueurs, c'est fini, quoi. En fait, non, ça prend plus que 30 longueurs. Et en fait, ouais, c'est vraiment un engagement. Et ensuite t'as vraiment, quand tu franchis le pas, mais en fait, c'est comme si tu laissais tout derrière toi. Et le sol, c'est sûr que ça devient de plus en plus petit, mais vu comme c'est progressif, vraiment chaque mètre, on se le gagne, quoi, c'est dur. Mais du coup, c'est un peu irréel. On laisse le monde de notre vie de tous les jours derrière, et on part pour un truc complètement fou, quoi. Est-ce que c'est ça la principale différence avec la compétition? Parce que vous venez toutes les deux, vous êtes toutes les deux des grimpeuses extraordinaires, mais vous venez de la compétition et il y a un moment où vous tournez le dos à la compétition pour aller vers ce genre d'ascension. Je pense toutes les deux, on a une histoire où on a commencé à grimper en falaise, en grande voie, Lynn là-bas aux US et moi plutôt en Suisse. Et puis je pense que dans nos vies en général, on retrouve toujours qui on est, comment on a grandi et qu'est-ce qui nous a vraiment forgé en fait. C'est sûr que la compète, ça fait un passage parce que c'est chouette, ça fait libre aussi, mais je pense qu'au fond, on revient toujours à qui on est. Quand je commençais les compétitions, les grimpeurs, c'était nouveau. Et on a découvert des autres gens d'autres pays, et on parlait des falaises. Et c'était une communauté internationale. Et je pense que les compètes, ça demande une présence. Quand ils t'appellent pour aller, il faut être présent. Et je pense que c'est une pression qui est unique, mais tu peux le transférer aussi pour des moments difficiles sur un grand paroi, parce qu'il faut le faire maintenant. Et il faut être très calme et il ne faut pas trop avoir les pensées négatives, il faut rester concentré. Et c'est comme une méditation. Et j'aime bien ça. Il y a un passage dans le livre où tu racontes que tu as fait un stage ou une session avec un maître de tai chi chinois. Tu fais un bras de fer avec lui, je trouve ça extraordinaire. C'était un ami d'entreprise, François Savigny, et il a fait un échange avec ce monsieur qui avait au moins 70 ans. Et on a fait un bras de fer et on a resté comme ça. Et il m'a dit, à quoi tu penses? Et je dis, de faire comme ça. Et il a dit, et je demandais à lui, qu'est-ce que est dans ta tête? Et il a dit, je concentre sur l'infini, vers le sens infini. Et c'était une idée beaucoup plus large, beaucoup plus intéressante. Parce que pour moi,
j'essaie de transférer ça aussi, le sommet qui continue dans l'infini. Tu racontes dans le livre que tu sens une source d'énergie qui vient du centre de la Terre, quoi, qui te porte. Nina, c'est des choses qui te parlent, ça vous en avez. Alors, si c'est quelque chose qui est vraiment intéressant, c'est que dans un bivouac, il y a des bivouacs. Et dans des bivouacs, on parle, non? Vous avez beaucoup échangé dans ces moments-là? Oh oui, on a eu beaucoup de temps à échanger parce que c'est vrai, le longueur facile, ça se grimpe assez rapidement. On est dans l'action, on est dans le mouvement, on ne se voit pas trop. Au bout d'un moment, tu ne te parles plus parce que tu as compris les gestes de l'attirage, quand est-ce qu'on peut hisser, tout ça. Mais c'est vrai, il y a tous ces moments dorés quand soit on est au repos, au relais parce qu'on essaie d'enchaîner au libre une longueur, soit on est au bivouac. Et là, c'est vrai que on est dans l'action, on monte le porte-à-lèche, on fait à manger et tout. Et puis il y a vraiment ce moment où on se pose et on regarde autour de nous. Et puis il y a la nuit qui commence à tomber, on voit les étoiles, on voit toutes les autres cordées un peu grimper dans toute la vallée. Et ce moment-là, c'est pareil, il y a une énergie quand même assez incroyable, quoi, parce que justement, on n'est plus dans l'action et on est dans la verticalité, mais on est bien, on est ensemble, on est en sécurité et on se relâche et on se raconte des choses intimes, des peurs, des joies, des histoires. Mais l'énergie, elle est dingos, quoi, elle est folle. Ouais, je ressentis aussi la nature. Et j'essaie de trouver un rythme, d'être avec la nature. Je ne sais pas comment expliquer, mais de lâcher toutes les pensées individuelles pour être présent dans la nature et d'être en paix. Il y a dans le livre une très belle image, je trouve, c'est au moment... D'ailleurs, c'est une image qui revient 2 fois, quand les 2 fois où tu réussis en libre les 2 longueurs les plus dures du nose, le Great Truth et le Changing Colors. Et les 2 fois, il y a cette image de l'ombre sur une paroi en face, une ombre qui dessine un cœur. Et ce cœur t'inspire. Oui, ça m'inspire l'image, le symbole de feu, parce qu'il faut avoir un bon esprit pour réussir. J'ai dépassé mon ego et c'était pas pour moi, c'était pour la compassion des gens, pour être messenger de cet esprit. Et je pense que c'était aussi pour montrer aussi pour les femmes qu'on est capable. Et c'était un moyen de m'exprimer. Et c'était avec l'amour et compassion pour l'humanité dans ce sens-là. Et parlant d'amour, il y a donc Nina, on a accéléré un petit peu l'échange avec Nina parce que sa fille dort de 2 mois et demi. Donc voilà, ça fait partie de la vie. Et les tentatives avec Lynn au nose ont été un déclic pour toi. Est-ce que tu peux raconter Oui, du coup, l'occasion de la fête de Lynn Hill pour fêter ses 25 ans, c'était parfait pour moi parce qu'elle avait envie d'y retourner en 2018 pour justement vraiment marquer ses 25 ans. Et pour moi, c'était une super opportunité pour aller avec la protagoniste. J'ai quand même espéré qu'elle pouvait me donner un peu des méthodes. Mais malheureusement, en 25 ans, sa mémoire n'était plus très à jour. Non, je rigole, on a quand même des physiques complètement différentes et on a des manières de grimper qui sont vraiment très très différentes. Mais c'était dingos parce que j'avais l'impression qu'avec moi, elle a revécu un petit peu la même chose quand elle avait 33 ans justement. Et du coup, on était ensemble pendant 1 mois au Yosemite. On avait juste grimpé, on avait travaillé la voix, on a rigolé, on a pleuré, c'était vraiment des moments très forts. Après, on a fait 3 jours dans la voie. Je n'ai pas encore réussi à enchaîner toute la longueur là. Et l'année suivante, Lynn était à nouveau d'accord pour venir me soutenir à nouveau dans mon essai d'enchaîner. Donc, elle s'est à nouveau libérée 1 mois.
Et c'était incroyable parce que pour elle, il y avait entre guillemets plus rien à faire. Donc elle est quand même venue et m'a assurée, et m'a soutenue et on est resté 7 jours sur la paroi. Et voilà, le 7e jour, j'étais vraiment proche de faire, mais ça n'a pas fait. Et voilà, après on est sorti. Et pour moi, c'était vraiment un moment très très important dans ma vie parce que du coup, j'avais 33 ans. Et il y a quand même le moment, je pense que c'est un moment dans chaque vie de femme, il y a un moment où l'horloge s'installe, quoi, en fait. Et puis on a envie de créer quelque chose, on a envie de fonder une famille, on a envie de passer un peu à autre chose. Et moi, c'était vraiment ce moment-là. Ça faisait déjà quelques mois, quelques années où ça s'était installé et je ne savais pas comment faire pour en arriver. Et je crois qu'il m'a vraiment fallu un moment si intense dans un projet avec une autre femme qui est vraiment d'une autre génération pour comprendre que en fait, le moment c'était là, quoi. C'était pas encore une grimpe et encore une grimpe et encore une grimpe et on repousse et on repousse et on repousse et après on a 50 ans et c'est trop tard, quoi. Donc je crois que c'était vraiment, pour moi en tout cas, même si j'ai pas réussi la voie, c'était vraiment la leçon de vie la plus importante, quoi. Et voilà, maintenant j'ai 2 enfants, je grimpe toujours et on grimpe toujours ensemble, donc c'est merveilleux. Et Lynn raconte dans la préface du livre qu'elle a élevé son fils qui n'a pas fait d'escalade, mais donc toi aussi, avoir un enfant, c'était quelque chose qui arrivait après l'escalade de très haut niveau. C'est un changement pour l'escalade? Bien sûr, j'ai toujours avait envie d'avoir un enfant et ça a commencé à être un peu tard parce que finalement j'ai eu mon enfant quand j'avais 42 ans j'étais prête pour le faire parce que j'étais contente de tout ce que j'avais fait. J'avais fait des aventures, j'avais fait une vie assez libre et je voulais expérimenter dans la vie de tous les êtres humains, de toute l'histoire, de faire cette expérience très forte et de donner à quelqu'un d'autre et pas être égoïste, toujours concentré de ce que je fais parce que ça perd un peu de signification au bout du temps et c'est plus important de partager, de faire autre chose aussi. Alors, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont des questions dans la salle. Je pense que le mieux, c'est peut-être de vous laisser poser vos questions. Comment fait-on pipi dans les voies et comment arrivez-vous à gérer votre vie de grimpeuse et vos enfants? Alors, je réponds pour le pipi parce que c'est très simple. Hein. On descend le pantalon et on fait pipi, quoi. Voilà. On essaie de ne pas le faire au-dessus. On essaie de ne pas le faire dans la voie, on essaie de ne pas le faire au-dessus des gens, mais c'est une chose qu'on apprend très 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 vite et c'est plus simple de ce qu'on imagine. Pour les enfants, je laisse d'abord répondre à Lynn parce qu'elle a plus d'expérience. Je pense que c'est normal de être plus conservateur par rapport aux risques. Et je ne voulais absolument pas laisser mon fils sans une mère. Donc j'ai choisi de faire les choses plus raisonnables, moins dangereuses. Et je suis toujours un peu comme ça. Maintenant j'ai 64 ans et je suis calmée. J'aime bien grimper avec mes amis pour le plaisir. C'est pas pour les exploits. Je n'ai pas besoin de ça. Mais j'aime bien être engagée dans l'expérience et de me pousser quand même. Et je prends le plaisir à découvrir le monde aussi et les gens. J'aime bien la partie sociale. De plus en plus, je pense qu'au début, quand j'étais jeune, j'étais tellement concentrée sur l'escalade, les gestes, de me pousser dans ce sens-là. Mais maintenant, c'est une autre expérience dans le monde. Et je pense que c'est un peu normal d'être plus raisonnable par rapport à les risques. En fait, pour moi, c'était assez important parce que j'étais vraiment fan de tout ce qui est grande voie et aventure et vraiment les grandes envolées. Moi, je voulais vraiment faire tout ce que je voulais faire avant d'avoir un enfant ou au moins essayer d'avoir un enfant. Parce que c'est vrai que l'escalade, on peut toujours le faire avec une famille ou pas, enfin, ça change rien. Mais c'est vrai que quand même, rester 7 jours sur une paroi, ça marche pas, quoi. Enfin, je peux pas l'apprendre.
Et du coup, on essaie quand même de penser dans une logique qui est bien. Après, c'est vrai que la priorité, ça change. On ne veut plus grimper à tout prix si ça ne va pas. Et on se contente avec beaucoup moins. Maintenant, on passe des journées en falaise juste pour faire la couenne et c'est magnifique. Et avant, je m'ennuyais un petit peu juste à travailler une voie et je me suis dit, non mais moi j'ai envie d'aller haut, d'aller loin. Donc ça change. Je pense que ni Lynn ni moi on grimpe l'Himalaya. Il y a vraiment une grande différence entre faire la montagne et faire de la grimpe sur du rocher. Après, c'est vraiment une question personnelle et je pense qu'il n'y a pas de jugement. Il y a certaines femmes où c'est important de continuer et elles meurent. Je pense ni Lynn ni moi, on est comme ça, on aime bien quand même. Maintenant, on est mère et on a envie d'être là pour les enfants, quoi. Mais il y a vraiment une grande différence entre l'alpinisme et l'escalade libre. Et mon fils, il avait 15 ans en 2018. Et à moi, c'était le maximum de temps que j'étais partie sans lui. Alors, 15 ans, je fais des petits voyages si je pouvais, parce que je ne voulais pas être loin de lui. Pourquoi avez-vous commencé l'escalade ? Parce que j'ai un frère et une sœur plus grande et eux, ils ont commencé à escalader. Donc moi, je voulais faire pareil, je voulais être plus fort qu'eux. Ça, c'est ma motivation au début. Et parce que j'ai grandi en montagne et on était toujours en montagne, mais c'était surtout pour être plus fort que mon frère et ma sœur. Moi aussi, j'ai eu de la chance parce que ma sœur avait un copain qui était intéressé sur l'escalade et ils ont commencé il y a longtemps, 50 ans, même un peu plus parce que ma sœur a 5 ans plus de moi. Et moi, j'étais toujours dehors, j'ai grimpé sur les arbres, j'aimais bien grimper, j'aime toujours. Et je ne connaissais pas l'escalade, c'était pas connu. Je n'ai jamais vu une photo de l'escalade, je ne savais pas ce que c'était. Et quand elle m'a amenée grimper, je tombais amoureuse de ça. La place de la femme en escalade par rapport aux hommes, est-ce que ça a évolué ? Est-ce que ça doit encore évoluer ? Je pense que les femmes maintenant dans l'escalade, ils ont fait beaucoup de progrès. Et je pense qu'on est plus proche du même niveau que les hommes. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Parce que dans les autres sports, c'est pas comme ça, comme dans l'athlétisme et certains sports où ça dépend beaucoup sur le testostérone, les hormones pour les hommes. C'est vraiment un avantage. Et dans l'escalade, il y a beaucoup plus d'éléments. Et la preuve, c'est que mon amie Robin, sa fille, a fait une voie Excalibur. C'est le grade 515D et en français 9B+. C'est vraiment impressionnant. Même Adamandra n'a pas fait cette voie. Il a essayé. Alors, je pense qu'il a fait mal comme le frère aussi, Sean. Ils ont tous les deux fait une blessure sur le doigt. Donc, c'est vraiment impressionnant de voir ce que les femmes sont capables de faire dans l'escalade. Mais ça, c'était aussi un grand sujet de discussion entre Lynn et moi. C'est qu'en 25 ans, ça a tellement évolué. Lynn, elle, c'était quasiment la première femme, enfin pas la première, mais il n'y en avait pas beaucoup. Elle a vraiment dû se faire sa place. Et moi, rien. Moi, j'ai été toujours super bien entourée. Même si j'ai beaucoup grimpé avec les hommes aussi. Voilà, il n'y en avait pas beaucoup quand j'ai commencé ou après. Mais j'ai jamais ressenti que j'avais pas ma place, que j'avais un truc à prouver. Moi, je m'en fiche si c'est hommes ou femmes qui font des voies. Vraiment, pour moi, il n'y a aucune différence. Et du coup, ça a quand même beaucoup évolué. Et aujourd'hui, avec les salles d'escalade, je pense qu'il y a autant de femmes que d'hommes qui grimpent. Et souvent, les femmes elles sont vraiment meilleures. Moi, j'étais toujours très contente d'être une femme, de grimper dans un corps de femme. Parce qu'en fait, à la base, on a moins de force. Donc forcément, tout de suite, on développe une technique quand même assez incroyable. Et à force de grimper, on a aussi de la force.
Mais du coup, un homme, il va plus vite stagner dans sa progression. Une femme, franchement, il n'y a pas trop de limites. Et aussi, moi, ce que ça m'a vraiment appris aussi avec les 2 grossesses que j'ai déjà fait maintenant, les 2 accouchements, en fait, on devient encore plus sensible. Et moi, je trouve ma grimpe, elle est encore meilleure qu'avant. Certes, j'ai peut-être un moins de force qu'avant parce que tout simplement j'ai moins de temps et c'est les priorités ont changé. Mais en tout cas, je ne sens pas une grande différence que j'ai perdu de niveau. C'est juste la grimpe, elle est différente. Et aussi parce qu'aujourd'hui, je pense que les femmes, elles n'ont plus rien à prouver. Donc on grimpe plus comme une femme et on n'essaie pas de grimper comme un homme. Et avant, je pense que c'était peut-être un peu genre, toi mec, tu fais ça, moi aussi, je vais faire ça. C'est un peu différent. Quelle est l'ascension qui t'a le plus marqué? J'avais fait plein d'expériences autres des noses, bien sûr. J'avais équipé des voies de l'eau en Vietnam, qui était intéressant, de spiter tout seul même. Ils m'ont déposé devant un mur avec un petit bateau. Tu accroches le sac à dos avec la corde et tu équipes en montant avec un gris-gris monté sur un baudrier dans la poitrine. Et c'était intéressant. Et après le Madagascar, c'était une expédition femme et j'étais le leader et ça aussi, ça m'a appris beaucoup de choses. Et récemment, j'ai fait une voie avec Sacha de Julian. J'ai ouvert une voie chez nous dans le Flatirons. Et c'était vraiment intéressant parce que la voie traversée à la fin, c'était surplombant. Et ça aussi, c'était intéressant. À chaque fois, quand je m'engage dans une expérience, c'est intéressant. J'apprends des choses et je partage avec les gens. Elle a 32 ans maintenant. Donc, c'était aussi une expérience pour nous, échanger. Donc, il y a plein de choses à apprendre. Et bon. Est-ce que vous pensez que les hommes seront toujours plus forts que les femmes? Ça dépend du style des voies. Pour la vitesse, peut-être les hommes ils vont un petit peu plus vite, mais je ne sais pas. Peut-être ça peut changer. Mais dans les voies, dans la nature, je pense qu'il y a tellement d'éléments mentaux et physiques et les femmes, on peut appliquer notre qualité. Et je pense que, comme tout à l'heure, je dis Brooke, elle a fait 9B+, et il y a peu d'hommes qui font ça. Et on verra, mais je pense qu'il y a plein d'opportunités pour les femmes de faire le même niveau sur le rocher. Bloc, c'est de puissance pure, mais s'il y a des prises pour les petits, comme on est petit, on trouve d'autres solutions. Mais quand c'est limité, on verra. C'est difficile à comparer. Si tu es plus grand et plus puissant, peut-être c'est un avantage pour les hommes. Mais il y a d'autres voies où c'est un avantage d'être plus petit et léger. Alors, le plus important pour moi, c'est pour les femmes d'être libres dans la tête et ne pas se dire on n'est pas capable, parce qu'on est capable de beaucoup plus. Et je pense que ça commence ici, avec les croyances en soi-même. Et ça, c'est ce qui est important, en fait. Comment se prépare-t-on pour faire le nose en libre, ce qui n'avait jamais été réalisé? D'abord, je pense que mon perspective était différente que plein d'autres gens, même des Européens, des Américains, qui étaient des locaux de Yosemite. Ils n'avaient pas l'expérience que j'avais en grimpant ici, avec les compètes. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai lu sur la philosophie du bouddhisme qui parle beaucoup de l'ego et de désir d'avoir quelque chose. Il faut accepter ce qui est, en fait. On a l'envie de faire quelque chose, mais ce n'est pas obligatoire. Il faut laisser les choses comme elles sont et essayer. Et essayer, être présent
Et des affirmations de « je peux le faire », il faut commencer déjà avec la croyance en soi-même, une fois encore, et faire un effort. Il ne faut jamais lâcher. Quand tu te sens fatigué, on a la capacité de tenir plus longtemps. C'est la tête qui va d'abord, et ce n'est pas la corps. Notre corps peut faire plus qu'on pense, en fait. Donc, il faut se dire les choses positives et poursuivre. Moi, je dirais que quand on essaie vraiment des voies qui nous tiennent à cœur, en fait, on ne pense jamais à l'échec. On pense toujours que c'est possible parce qu'en fait, on adore le procès. Et plus qu'on adore, plus on a envie que ça dure, et plus on a envie d'essayer, et plus on a envie de s'investir. Quand on aime quelque chose, on ne se dit pas « allez, on finit vite, comme ça on passe à autre chose ». C'est vraiment qu'on a envie d'y rester, et je pense que c'est ça vraiment la clé, ouais.